Tu as l'impression de faire le bien et qu'au final on te le reproche même au sein des gens qui sont censés être de ton côté. Là, c'est le débat du moment, effectivement. Après, chacun peut avoir son avis là-dessus. Si c'est un risque de gagner justement un nouvel électorat au sein de l'extrême droite, ou si justement, au contraire, c'est des millions de personnes qui votent pour ce parti-là, on a quand même besoin de ces personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées, voire climato-sceptiques, de leur donner quand même les bases. Enfin, s'ils n'ont pas les bases, on peut pas. C'est quand même des millions de personnes sur, je ne sais plus combien on est en France, 60 millions. Enfin, je sais pas, moi ça me fait peur de dire qu'on est encore à des millions de personnes qui ne pensent pas que c'est réel et qui ne pensent pas que c'est d'origine même toute cette histoire de réchauffement climatique. Donc je pense qu'il faut vraiment parler à tout le monde. Ça c'est mon avis personnel, après c'est peut-être pas le débat du jour, mais on est encore loin de l'objectif, de ce point de bascule, que tout le monde puisse avoir vraiment les bases de qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer un peu plus rapidement. Donc, voilà, essayer d'aller parler à tout le monde, je pense que c'est au moins la première chose à faire. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a une étude de Parle Climat, qui est une filiale de Destin qui est sortie en 2022, qui a montré qu'à l'échelle de la nation française, il y a 25% de la population qui ne croit pas au changement climatique, ou en tout cas qui ne croit pas que l'activité anthropique est responsable du dérèglement tel qu'on connaît actuellement. Donc c'est quand même une personne sur 4 en France, qui est un pays développé en Occident, qui ne croit pas au changement climatique. Donc effectivement, il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire. Et c'est intéressant de sortir un peu du microcosme de temps en temps pour se confronter à une réalité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'écologie, c'est ni un choix, ni un droit, ni un devoir. Il y a des personnes qui veulent juste finir et boucler les fins de mois. Donc quand on vient leur parler de restriction, de sobriété et d'écologie, évidemment, c'est pas un sujet qui est prioritaire pour eux. Et aussi, il a été beaucoup critiqué pour avoir débattu avec certaines personnes, sauf que si on débat avec des personnes qui sont déjà convaincues, ça sert à rien. Il faut parler aussi à des personnes qui sont pas forcément sensibilisées, qui n'ont pas l'habitude d'en entendre parler chez eux, par exemple. Par exemple, à l'école, les enfants, il y en a qui sont pas au courant, et quand nous, ça fait pas avancer les choses beaucoup, mais quand on était co-délégués, on sensibilisait et on a fait des petits quiz, et quand on donnait les chiffres, ils étaient souvent « Ah oui, effectivement », et ça change un peu, si on dit déjà à ceux qui sont au courant, eux, ils vont pas écouter, alors que les autres, ça va les étonner, et ils vont essayer de changer eux-mêmes, et souvent ils sont fiers, ils disent « Ah je vais essayer de faire ça chez moi, merci », et c'est ça aussi qui fait que ça change. C'est sûr qu'en partant du principe que chaque action compte, chaque personne qu'on peut sensibiliser, qu'on peut informer sur ce sujet-là, c'est toujours important. Et c'est pour ça que la question justement du débat avec les différents partis politiques, elle se pose aussi, surtout avec gros guillemets, mais avec une élément qui est justement à l'heure actuelle. Est-ce que justement on doit débattre avec une média qui est droite, extrême droite, c'est une question. Est-ce que vous êtes d'accord que, concernant l'écologie, je ne sais pas si vous ne voyez pas, si on ne faisait pas, est-ce que vous n'avez pas peur de dire que ce soit vraiment un alibi pour les entreprises? Parce que moi, je trouve c'est un alibi, c'est-à-dire par exemple, l'exemple du photovoltaïque. Aujourd'hui, le photovoltaïque peut faire super ses preuves, il y a quand même des industriels qui ont mis une technologie au point beaucoup plus évoluée, beaucoup plus soigne notre planète. Moi, j'ai un peu peur de temps en temps que l'écologie devienne aussi, pour certains business, le vrai alibi. Et cette dérive, je pense qu'il faudrait quand même que les garder le temps de ça, parce que c'est quand même assez problématique. C'est-à-dire que sous, entre guillemets, écologie, on y met tout dedans, on est content et on avance. J'ai un peu peur que, effectivement, dans le monde industriel au moins, que ça soit souvent à des fins pas très catholiques que vous voulez. Bien sûr, il y a des enjeux aujourd'hui de greenwashing qui sont absolument énormes pour l'ensemble des industries, finalement, qui essayent justement de se mettre sur ces questions qui essayent, entre guillemets,
d'intégrer dans leur business model des jeux écologiques. Mais aujourd'hui, le bio-machine, c'est aussi le royaume des fausses solutions. Alors oui, il y a les industries, on va dire, comme l'éolien, enfin les énergies renouvelables, ça c'est à part parce qu'on en a quand même un peu besoin, mais il y a aussi, pourquoi aujourd'hui on a l'impression que toutes les entreprises sont engagées et que quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, elles continuent à augmenter, c'est parce que en fait on met en avant des choses qui ne sont absolument pas des solutions. La première étant la neutralité carbone par exemple, ou la compensation carbone, qui sont un des plus gros bullshit aujourd'hui que nous servent les entreprises. Et c'est aussi des entreprises qui travaillent avec des influenceurs, des marques notamment, et qui vont aussi aller faire du machine à travers les influenceurs. Les influenceurs vont croire, ok, ah oui, super, cette marque, elle s'engage. Par exemple, tu citais Zara qui fait une collection éco-responsable. En fait, Zara, son business model, il sera toujours extrêmement délétère pour l'environnement. Et surtout, typiquement, un Zara ou un H&M qui fait une collection responsable, entre guillemets, c'est en plus de sa collection, entre guillemets, irresponsable. Ça ne remplace pas. Et du coup, toujours plus d'impact. Donc ça, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui, c'est de dire, finalement, il y a énormément de solutions qui existent, mais le problème, c'est que les entreprises, elles ne veulent pas vraiment les mettre en avant parce que ça met en question en fait, leur business model, ça remet en question aussi leur capacité à faire du profit, à faire de la croissance, et elles ne sont pas encore prêtes, concrètement, à ne pas faire de profit. Parce que... Des fois, elles sont prêtes, mais des fois, on a des engagements avec tous nos collaborateurs, on a des hauts de bilan à tenir, donc en fait, il faut comprendre que ça se fera doucement. Et le pire, c'est de faire croire qu'on fait. Et ça, je pense qu'il faut mieux le faire lentement, mais sereinement, que de se dire qu'on fait des choses qui sont complètement fausses. Et ça, il faut vraiment faire attention à ça parce que j'ai un peu peur qu'en fait, on est tellement haute qu'on fait du fake. Et alors qu'il y a des choses simples, même chez les industriels, qui sont facilement tenables et qui ne coûtent pas d'argent. Et ça, moi, je le vois beaucoup et ça me fait assez peur. Vous disiez, alors vous opposiez aussi souvent le problème de l'avion. Il y a aussi beaucoup de gens qui prennent l'avion pour faire tourner les boîtes. C'est pas forcément pour faire du tourisme. Donc je pense que là, il y a eu le premier avion électrique qui a été développé par l'NGI, etc. Je pense que c'est pareil. Moi, quand je vois ces chefs d'entreprise, eux, en fait, ils prennent mal l'écologie parce qu'on on nous empêcher de ça. Non, c'est réfléchir à tes déplacements. C'est peut-être des fois, effectivement, on a tendance à avoir des discours hyper trempés et qui opposent. Et je pense que si on y arrive doucement, on aura beaucoup plus de chances d'y arriver que de toujours faire des choses morales. Ce que vous disiez, la morale, c'est vrai qu'on en a beaucoup de marre. Beaucoup même. Et après, je trouve que dans le triptyque de l'action, il y a les individus qui cherchent à maximiser leurs revenus pour plus consommer, ce qui va permettre aux entreprises de maximiser leur rentabilité, ce qui va permettre à un pays d'augmenter son PIB. Donc dans des logiques de croissance, il ne faut pas oublier non plus que les entreprises, elles vivent en grande partie, non pas par des subventions, mais beaucoup par des individus aussi. Et je trouve que le pouvoir d'achat n'a jamais aussi bien porté son nom, c'est-à-dire qu'on a aussi le pouvoir de donner de l'argent à une boîte plutôt qu'à une autre, de faire vivre une entreprise plutôt qu'à une autre. Et j'aime bien me rappeler que derrière chaque entreprise, c'est quand même des individus. Donc ça remet un peu aussi au cœur du sujet le problème qui est l'humain en fait. Et j'ose espérer que effectivement les gens seront moins en dupe sur ce qu'on va nous proposer. Après, encore une fois, il faut consommer moins et mieux. Le moins, ça va passer par probablement la restriction, ça peut passer par plus de sobriété heureuse, ça peut passer aussi par des lois éthiques. Et le mieux, ça peut passer par la technologie, mais effectivement, il ne faut pas non plus sombrer dans le technosolutionnisme. Et il y a des dérives qui sont, je rejoins, assez dangereuses là-dessus. Et nos collaborateurs, ils sont quand on leur dit on va faire attention à moins bouger, au carburant, tout là, ils disent on est dans un monde moderne, et pour le monde moderne, c'est encore consommé. Donc c'est ça qui est compliqué en fait. L'entreprise a bien basculé, il faut que ces autres basculent avec eux. Et nous, on n'est pas des moralisateurs quand on fait chez l'entreprise, vous voyez ce que je veux dire. Il faut y aller tranquillement. Alors c'est vrai que eux, ils demandent quoi? Ils demandent, vous l'avez clairement dit, du pouvoir d'achat. Alors comment on fait cette transition? C'est pas évident quand même. Alors, nous, par exemple, dans mon entreprise, on fait de l'aide de devoir, on fait plein de choses qui amènent aux enfants de la connaissance, etc.
Mais si vous voulez, eux, ils me disent oui, très bien, moi, ça, le fait de mettre le devoir du là, mais nous, on ne peut pas demander. Voilà. Et eux, qu'est-ce qu'ils restent? C'est faire un McDo avec leurs enfants, parce qu'ils ont été biberonnés à ça. Donc il y a toute cette population quand même à accompagner sur ces sujets. Tous les enfants ont eu la chance de faire des études, etc., ou d'avoir quelques, on va dire, tuyaux. Il y a pour des gens, faire un McDo, c'est la sortie de la salle. Donc c'est peut-être la notion du bonheur, elle est quand même assez compliquée voilà. Bon, c'est eux, le bonheur, c'est dans la conso. Leur dire non, c'est d'échanger le bonheur, autant vous dire que ça va être compliqué. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quels sont les critères de réussite, quels sont les critères de bonheur? Est-ce que l'argent, c'est ce qui est le plus important à la fin du mois? Alors, on parlait tout à l'heure de l'avion. On tape beaucoup sur l'avion, en fait, ça représente une faible partie des émissions parce que ça représente une très faible partie de la population qui le prend. En France, c'est 30% de la population française qui n'a jamais pris, ne prend jamais l'avion. C'est un tiers des personnes en France. À l'échelle mondiale, c'est 10% des personnes qui ont déjà pris ou qui prendront l'avion. C'est-à-dire que 90% de la planète ne le prendra jamais. Et pourtant, dans un imaginaire collectif, c'est super chouette de voyager. Alors ça l'est, j'ai eu la chance de le faire. Mais ça reste encore, pour les destinations de vacances, ça reste un moyen qui est privilégié. De partir en week-end à Barcelone en avion, c'est cool. C'est aussi moins cher qu'un train, c'est aussi plus pro. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de choses à réinventer au niveau des propositions de services, mais aussi au niveau des restrictions peut-être étatiques. Et dans l'imaginaire collectif, il y a clairement trop à faire. Alors, pardon. Je suis Galia, je vais essayer, je suis déménagée à Paris récemment, donc mon français c'est pas parfait. Mais ma question est s'il y a une communication par le monde d'influence où on n'est pas focalisé avec des modalités de vie, d'habitude, véganisme, des exemples comme ça, mais plutôt focalisé sur seulement comment dire, créer vraiment une communication avec des images, avec des choses comme ça, des faits, pas seulement dans le pays en développement, mais aussi en France, par exemple en Italie, on est plein des exemples l'année dernière avec des exemples, beaucoup des exemples. Et ma question est pourquoi il n'y a pas beaucoup des influences seulement pour montrer les effets et pour mobiliser les gens à, par exemple, changer le vote politique et de demander des actions plutôt rapides. Bien sûr, il y a le mouvement Fridays for Future et tout ça, mais c'est pas vraiment reflété dans le monde de l'influence, en tout cas pour moi, je ne suis pas un expert de ce Ouais, alors il y a des influenceurs que je les qualifie même d'activistes finalement, qui parlent beaucoup des enjeux écologiques. Typiquement en France, Magali Etienne par exemple, qui est une activiste qui est très suivie sur les réseaux sociaux, donc on pourrait d'une certaine manière la qualifier d'influenceuse aussi, et qui va apporter des messages sur le changement climatique, des messages politiques, etc. En fait, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on reste des cercles convaincus sur ces questions-là, et que c'est très compliqué de sortir de ces bulles. C'est pour ça qu'avec Béton Influence, l'idée c'est de se dire il faut aller chercher des influenceurs de base qui ne sont pas forcément sur ces sujets-là, pour qu'ils shiftent un peu et qu'ils puissent atteindre leur audience finalement. Et là, on pourra potentiellement avoir des changements de masse. Mais pour le coup, aujourd'hui, sur les réseaux, et c'est, on va dire, entretenu par les plateformes, les réseaux sociaux, etc., qui montrent aussi ce qu'on a envie de voir, on reste beaucoup dans les cercles de convaincus et c'est extrêmement compliqué vraiment d'aller toucher ailleurs et d'aller convaincre ailleurs aujourd'hui. C'est dommage. Je vois. Alors du coup, Alors, moi, j'avais une question concernant votre. Ce que vous avez dit tout à l'heure, que vous avez par exemple contacté. Pardon, désolée. Que vous avez peut-être contacté. Désolée, je parle pas très fort.
Je disais, que vous avez dit tout à l'heure que vous avez contacté, par exemple, Jacques Félix, etc., pour les la situation. Est-ce que, après, je ne sais pas, est-ce que une des meilleures choses, ce serait pas peut-être de contacter des petits influenceurs et de grandir avec eux je sais pas, en fait, je ne sais pas ce que vous faites. Je sais pas ça. Non, bien sûr, mais c'est une très bonne réflexion. En fait, c'est vrai que au départ, avec Maison Influence, on s'est un peu focus sur des influenceurs qui avaient pas mal de visibilité. Donc on n'a pas forcément target directement des micro-influenceurs, etc. Parce que clairement, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc ils touchent, in fine, beaucoup de personnes. Et puis surtout, moins finalement tu as d'abonnés, plus aussi tu as une relation d'engagement souvent avec ta communauté. Et plus finalement ce que tu dis a un impact aussi, peut avoir un impact sur celle-ci. Donc il y a vraiment un enjeu aussi à mobiliser des influenceurs qui ont entre 0 et 10 000 abonnés, ou 10 000 et 50 000 abonnés. C'est vrai qu'avec les influences, on a choisi d'aller interpeller un peu plus gros. Après, clairement, on a aussi du dialogue avec des influenceurs qui vont être un peu petits, etc. Mais c'est vrai qu'on a fait ce choix de se dire, en fait, on va un peu taper haut, on veut se dire, on va aller chercher ceux qui pourraient vraiment faire évoluer les choses et ceux qui auront une certaine aura. Mais il y a un enjeu aussi, clairement, à aller chercher les plus petits influenceurs, sachant qu'en plus aujourd'hui il y a tellement de nouveaux sur le marché, notamment sur TikTok, qu'il pourrait y avoir aussi une mobilisation globale de ces influenceurs-là aussi, bien sûr. Alors, du coup, ça me fait penser à un exemple avec une influenceuse, vous avez peut-être basé sur celui-là, qui justement faisait un partenariat avec Bayer. Donc, vous connaissez peut-être même au niveau du phytosanitaire et tout. Alors, du coup, ma question, c'est du coup, comment on peut encourager les influenceurs à utiliser leur pouvoir justement pour promouvoir des causes positives telles que l'environnement ou même l'égalité sociale. Je pense que c'est un bon exemple avec Bayer, elle n'était pas du tout sensibilisée. Je crois que c'était pas pensé en agriculture, elle était un peu jetée dans la fosse. C'est pas pour lui donner des excuses, mais pour quelqu'un qui n'est pas du tout sensibilisé et qui se fait aborder par une marque très connue de toute la population française avec un gros chèque à la fin, bien sûr que tu y vas. Et c'est ça justement dont on en parlait à un moment, c'est des personnes en fait qui justement leur agence leur propose des contrats avec le gros chèque et derrière c'est des personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées au changement climatique ou quoi que ce soit et qui justement vont accepter les partenariats sans même, enfin en tout cas elle a répondu aux questions, je crois que c'était Hugo Clément justement qui en parlait quelques jours après et qui disait justement que en fait ils avaient même pas regardé ce qui se cachait derrière Bayer ou quoi que ce soit. On leur a envoyé le pitch en fait à dire pendant la vidéo Instagram et puis voilà, il y avait le chèque à la fin et puis basta. C'est là que ça pose question aussi sur la rentabilité et de dire que c'est une influenceuse qui avait, je crois, plus de 200 000 abonnés. Donc voilà, elle a quand même une communauté assez importante. Ça pose question vraiment sur la connaissance du sujet. Bien sûr, en fait, il y a un grand enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les agences d'influenceurs et les influenceurs sachent de quoi ils parlent. C'est-à-dire que concrètement, il y a un agent qui a envoyé le brief à l'influenceuse et qui lui a conseillé d'y aller et elle fait confiance à son agent, elle y va. Après, elle pose quand même se poser la question de comment ça se fait qu'elle ne connaît pas Bayer, alors que c'est quand même assez connu dans la société. Monsanto. Mais oui, bien sûr, en gros, les agences d'influenceurs, elles doivent être normalement le premier filtre pour les influenceurs et leur proposer que, entre guillemets, des marques qui correspondent à leurs valeurs. Mais même sur des marques, on va dire, classiques, il y a vraiment un manque d'aller chercher l'information. Ils ne vont pas chercher l'information concrètement sur l'impact du produit qui est mis en avant, l'impact du service, l'impact de la marque, est-ce que c'est du greenwashing, etc. Et on se retrouve avec des influenceurs qui disent un brief sans savoir de quoi ils parlent. Leur agence ne sait pas non plus trop de quoi ça parle. Et du coup, soit ça fait de la buzz, soit finalement ça fait des partenariats classiques où on ne va pas aller chercher, on va pas aller chercher la recette. Oui, bien sûr, il y a un enjeu d'aller finalement chercher l'information et comprendre concrètement quand tu fais un partenariat. Tu dois savoir les impacts de ce que tu mets en avant, ce qu'il y a derrière, les scandales de l'entreprise, etc.
c'est quand même la base du métier d'influenceur, c'est de savoir de quoi tu parles quand même, parce que tu es censé respecter ton audience. Respecter ton audience, c'est pas lui vendre tout et n'importe quoi pour ton profit personnel. Et ça, c'est quand même quelque chose, on voit, on discute avec certaines agences, avec certains influenceurs, c'est pas systématique cette recherche d'informations sur les marques et les partenariats que les influenceurs vont faire. Et ça pose vraiment une grande question de se dire, mais en fait, ce secteur-là, finalement, il a fallu une loi quand même pour qu'ils se réveillent et qu'ils prennent la responsabilité. Et ça, c'est assez inquiétant, après des années de l'investissement. Bien sûr. Surtout que là, pour le coup, c'est de ne pas passer inaperçu, la vie est pas mal de réaction par rapport à ça. Et le pitch, en tout cas, ce qu'elle a énoncé dans la story, c'est quand même, c'est assez tiré par les cheveux de dire qu'il faut des produits plus éco-responsables, voilà, et dire que, en fait, il y a vraiment aucune recherche. Vraiment, elle ne connaissait pas, et c'est quand même, c'est dingue quand même de se dire qu'elle accepte en fait tout et n'importe quoi pour l'argent, clairement. Et du coup, c'est là où ce qui est très intéressant, c'est qu'on y voit quand même. Moi, je vois un signal très très positif, c'est qu'on n'a plus le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne passe plus auprès des communautés. Il y a un email, on en parlait tout à l'heure, de beaucoup de personnes. Et sur le réseau, quand on a 200 000 abonnés ou plus, en fait, on n'a pas le droit, on n'a plus le droit en tout cas à aller voir sur ce type de campagne de communication. Il y a eu des exemples où il y a eu, par exemple, tellement de dislikes, il y a eu tellement de personnes à commenter négativement sur une vidéo où la vidéo a dû être retirée. C'était un influenceur sur la cuisine qui est parti livrer un McDo en jet privé. Et bien en fait, ça c'est pas passé parce qu'auprès de sa communauté, il y avait très très peu de personnes qui se sont dit que c'était une très bonne idée. La plupart l'ont lâché, ça a fait un énorme buzz. Et du coup, c'est là où on voit aussi qu'il y a la puissance de la communauté, la puissance des individus pour influencer les influenceurs. Tu dis que ça passe plus, mais je pense qu'on a justement besoin de ces gros bad buzz là où c'est énorme que ce soit pour Bayer en jet privé. On a besoin de ces gros bad buzz là pour que ensuite ça passe plus pour des trucs plus. Par exemple, Coca, c'est pas encore choquant. Alors que pour nous, oui, c'est choquant, mais on en est en fait vraiment au stade. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on en soit que là en 2023 de devoir. C'est quelques personnes qui se font vraiment boycotter pour des gros cas. Bayer et le jet privé avec McDo, mais sur le reste, ça choque pas grand monde, et à part d'être en tant que citoyen sur les réseaux, aller vraiment lutter en commentaire de manière encore bienveillante, c'est quand même prendre le temps d'aller justement sensibiliser ces personnes-là. Mais voilà, c'est pas encore non plus inné pour tout le monde, et il y a plein de trucs qui passent à la trappe, et c'est encore aller faire des hauls de chaîne avec 40 000 c'est encore totalement normal, et personne ne va se rendre non plus. Vraiment de haine, c'est pas vraiment si c'est de la haine pour certaines personnes, mais ça va être un désaccord sur ce type de vidéo, plutôt que quelqu'un qui va parler de légalisme, là, il va y avoir beaucoup plus c'est pas encore de réticence, et c'est pas encore imprimé dans la société, et du coup, décalage. Et en revanche, je trouve que ça pose quand même la question de l'irréprochabilité, ou la légitimité, dont on parlait un peu tout à l'heure. On a beaucoup reproché à Cyril Dion dans son dernier film Animal d'avoir pris l'avion avec une équipe technique, avec les deux personnes et les protagonistes qu'il a emmenés sur tout le long de son film documentaire. Et en fait, quand on regarde les commentaires sur Halluciné sur le film, il y a beaucoup de notes négatives et il y a beaucoup de commentaires qui sont vraiment cristallisés autour du fait qu'il ait pris l'avion et qu'il ait fait le tour du monde pour les sensibiliser. Et donc là, c'est une vraie question, c'est est-ce qu'un influenceur du coup peut parler de ces sujets climatiques s'il n'est pas complètement irréprochable? Je suis pas assez persuadé que non, il faut quand même en parler et que personne n'est parfait. Par contre, je pense qu'il y a une certaine mesure où effectivement on n'a pas le droit de faire un partenariat avec Coca si la semaine d'avant on était en train de parler de biodiversité, mais il y a quand même une question sous-jacente de la légitimité et de la prochalité qui est intéressante. Bon, là, je vous entends parler de Coca-Cola comme étant un des plus beaux buveurs de plastique. Mais au final, Coca-Cola ne fait que profiter d'un système. L'organisme qui est défaillant, c'est l'État qui n'est pas là, qui ne taxe pas le plastique. Moi, mais à mon sens, c'est surtout les États qui ne mettent pas leur disposition pour éviter ça. Est-ce que c'est nous qui devons consommer tout ça? C'est ça, il y a des gens qui continuent en même temps, mais voilà. Moi, c'est à la limite que l'État, la planète intervient partout, c'est peut-être à nous pour responsables, je dirais ça, c'est pas éthiquement responsable. Parce que, en termes de liberté, c'est compliqué.
À mes yeux, c'est logique qu'un individu quelconque, quand il fait ses courses, il préfère prendre un truc léger plutôt qu'un truc lourd. Donc forcément, c'est à l'état de enfin, quand on va prendre du verre, c'est classique, forcément le classique est plus léger. Donc c'est à l'état de taxer. L'État régulateur tout le temps, je trouve que c'est à nous de voir ce qui se passe et de se dire non, comment je consomme là, c'est mieux. Parce que justement, ils ont tellement d'enjeux financiers, l'État, il a intérêt à récupérer de la TVA, des taxes, etc. Il n'a aucun intérêt à réguler ça. C'est nous qui changeons le monde, c'est pas on le voit bien, tous les États, il y a dans les GAFA, ils sont plus riches que certains États, les hommes d'affaires. Donc là, forcément, comme ça, c'est là où le monde de l'influenceur est intéressant, c'est que c'est changer notre comportement. Celui qui voit le coca, il s'en rend même pas compte en fait. Il s'en rend même pas compte. Ouais, après, en tout cas, c'est très personnel, mais j'ai le sentiment que l'État sera de toute façon toujours en retard sur la réglementation et sur le juridique concernant les enjeux climatiques ou autres. Et du coup, si on doit avoir une révolution, je pense qu'il y en aura plutôt du peuple plutôt que des entreprises ou de l'État. Donc, en fait, moi, je rêverais que l'État mette en place non pas une dictature verte, mais qui est une démocratie. Donc, on n'est pas évidemment trop à Cuba, mais qui est une participation, comme on a pu le voir avec la Convention citoyenne pour le climat, sauf qu'elle a été bafouée, in fine. Donc, voilà, moi, je suis plutôt sur le soulèvement des individus plutôt que sur la régulation étatique aujourd'hui. Et du coup, je te rejoins forcément sur le sujet. En fait, c'est toujours cette question de triangle d'inaction où on va dire non, c'est à l'État de le faire, l'État va dire c'est l'entreprise de le faire, et nous on est là, c'est aux entreprises et à l'État. Mais en fait, il faudrait qu'on soit tous un peu acteurs, que les entreprises se disent ok, on a un rôle hyper important à jouer, on fait partie de l'industrie, c'est à nous d'être moteurs. Les citoyens citoyennes devraient aussi se dire on est en majorité, et c'est ces citoyens qui disaient aussi dans le gouvernement et dans les entreprises, il y a aussi des citoyens, donc pareil, il y a un énorme rôle à jouer, et l'État aussi devrait se mobiliser. Donc les trois piliers doivent être moteurs là-dessus, et quand on voit qu'il y en a un qui fait pas le taf, doubler l'effort des autres côtés, mais ça sert à rien de repousser la faute sur les autres et juste... Ce qui est autre chose, c'est que les entreprises ont à l'époque très bien pour recherche pour faire du développement, de la R&D. Ce qui se passe quand même, c'est que des fois on est obligé de faire notre recherche ailleurs, la recherche fondamentale dans d'autres pays, parce que notre État est infoutu capable d'avoir des agents de l'État capables d'instruire un dossier. Donc ce qui veut dire que c'est quand même vous pensez produire quelque chose en France, etc., avec des collaborateurs français, un truc quand même un peu chiadé, et finalement quand ça arrive à la certification, on n'a pas le mec en face formé. Donc vous êtes obligé d'aller en Pologne ou aux États-Unis, beaucoup, pour aller faire des AMM. Alors si vous voulez, l'écologie, c'est ça qui est aussi important, c'est de dire qu'il y a des entreprises qui ont envie de faire bien, mais aujourd'hui, on n'est pas organisé pour, l'État n'est pas organisé pour. Ouais, encore une fois, le législatif est vraiment très en retard. En tout cas, quand on a réalisé notre tour des solutions au changement climatique, c'est une des problématiques majeures qu'ont rencontrées les entreprises. Au-delà des levées de fonds et des financements, ça c'était pas trop un problème parce qu'il y a beaucoup d'argent en Europe qui subventionnait ou qui aidait les entreprises à se développer. L'un des principaux freins, c'était vraiment le légal, le juridique. On a une entreprise en France qui s'appelle Carnot, qui est basée au sud de Paris, qui fait des radiateurs ordinateurs. C'est-à-dire qu'ils vont vendre de la puissance de calcul à des entreprises. Et de l'autre côté, ils vont vendre de la chaleur à des particuliers ou à des entreprises. Vous avez déjà eu, par exemple, votre ordinateur qui chauffe, cette chaleur-là, qui est la chaleur fatale, elle va être perdue. Eux, ils la récupèrent et ils disent autant chauffer une pièce avec. Et aujourd'hui, en fait, ils ne peuvent pas vendre leurs produits sur le marché, ni en B2B, ni en B2C, ni à des individus, ni à des entreprises, parce que le légal ne les accompagne pas et ils n'arrivent pas à faire suffisamment de lobby, parce qu'ils n'arrivent que personne, donc ils n'arrivent pas à transformer l'État et le légal pour aller dans leur sens. Nous, on a créé un isolant complètement biosourcé, on a mis 10 ans à mettre sur le marché. 10 ans et on passe pas par la France. Vous imaginez le truc quand même. Donc ça se vend par un autre pays, parce qu'il y a des résistances. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui se passe, quoi. Alors, même s'il y a les entreprises qui ont envie de faire des choses, on va dire, écologiquement accomplies, ben, en fait, quand vous arrivez au bout de la recherche, vous ne pouvez plus pas développer votre produit ou le vendre. Donc ça profite à d'autres pays. C'est quand même un peu dommage. Donc je pense qu'il y a un gros business à faire pour vous, justement, sur les lobbies, justement, des États. Parce que c'est eux qui verrouillent les situations.
C'est vrai que sur le thème, du coup, tu parlais de la loi climat-résilience qui a vraiment été clairement détricoté. En fait, il y avait les 149 citoyens qui ont fait justement la Convention citoyenne. En fait, il y a eu, au final, il n'y avait plus rien. Et il y avait entre autres, qui n'a pas avancé en fait. Et moi, je suis ambassadeur de l'application Clear Fashion, qui est une application justement qui permet, on scanne justement un vêtement, une étiquette ou quoi que ce soit, ou même on entre le nom de la marque et ça nous permet de savoir son score environnemental, social, au niveau des animaux, de la protection animale, des enjeux au niveau du bien-être animal, et au niveau de la santé des travailleurs et des travailleuses tout au long de la chaîne. Parce qu'on sait que les vêtements de fast fashion, ils utilisent beaucoup de produits chimiques et c'est un critère important au niveau environnemental et au niveau de la santé des travailleurs et travailleuses. Et du coup, eux, ils ont lancé justement l'éco-score, d'abord indépendamment de l'État, donc ils appelaient ça le Clear Fashion Score. Donc entre-temps, l'État l'ADEME est venu toquer à leur porte, leur dire bon, ce serait bien qu'on le fasse ensemble et qu'on le lance du coup, parce que du coup à la base c'était que sur les marques volontaires, parce qu'ils ne pouvaient pas imposer ça sans l'aspect législatif français. Et ça monte, c'est encore ce que tu disais, il y a un train de retard parce qu'ils ont pris 1 an à venir les démarcher, alors que par rapport à la mise en application de la loi climat et résilience. Mais du coup, c'est pour ça que par rapport au triangle de l'inaction, on dit du coup entreprise, État et citoyen. Et du coup, entreprise, est-ce que tu as conclu, du coup, tu as l'aspect ONG, association, autre, dans le sens où c'est pas les marques, il n'y a pas que les marques qui produisent les produits, il y a aussi les marques qui vont justement développer des initiatives comme Clear Fashion, comme Yuka, comme Foodwatch. Pour moi, c'est aussi les marques. C'est aussi les marques du futur. Dans la prévente des services Clear Fashion, ils ont un business model, c'est pas juste une association. Donc c'est aussi des nouvelles entreprises qui mettent en place des choses vertueuses et qui travaillent avec des entreprises qui actuellement sont en transition ou pas, mais qui les accompagnent. Donc c'est aussi intéressant. Elles font partie totalement de la partie entreprise. Donc c'est justement des modèles à suivre. C'est intéressant ce que tu dis, où l'État essaye de se rattacher à des projets aussi. Je pense qu'il voulait, de base, il voulait faire j'allais dire le score de la mode avec Yuka, mais je pense que ça a dû retarder, du coup ils se sont dit bon, Clear Fashion existe déjà, donc on va se rattacher à eux. Mais oui, c'est toujours un peu compliqué, l'État est lent et il faut faire avec. Après, il faut aussi voir de leur côté, je ne veux pas non plus leur donner des excuses, mais c'est tout un système qui est à accélérer et c'est pas si simple que ça sur ce point. Oui, le score de la mode dont tu as parlé, avec les critères que tu as évoqués là et qui a intéressé l'ADEME, c'est une auto-certification. Non, c'est un organisme indépendant, donc Clear Fashion, qui va justement donc ils vont contacter les marques, donc comme ils vont contacter Zara, ils vont contacter H&M, ils vont contacter Uniqlo, mais également des marques plus vertueuses, qui indiquaient être vertueuses sur justement leur communication, donc comme Opal, déjà les chaussures. Et après, ils vont justement, les marques, soit elles sont pour donner des documents, des sources et tout, et donc là, ils vont le faire avec la marque, la fashion va le faire avec la marque, et du coup, là, ils vont déterminer un score en fonction des résultats. Donc, par exemple, si les vêtements sont faits en Chine ou en France, s'ils utilisent du coton bio, pas bio, ou alors BCI, qui est encore un autre type de coton un peu controversé. Et soit la marque va refuser toute collaboration, et alors là, c'est eux qui vont faire l'évaluation à partir des sources qu'ils vont trouver. Des sources vérifiées évidemment, mais voilà, ils vont faire par eux-mêmes, comme c'est le cas de Zara par exemple, qui n'a pas souhaité participer à son évaluation sur l'application. D'accord. Donc le score est indiqué ou pas sur le vêtement, en fonction du degré de collaboration de la marque. Alors, quelques pour les marques volontaires, mais oui, sur le site internet et les étiquettes, et sinon, pour toutes les marques, c'est disponible sur l'application. Au niveau plus global. En fait, c'est les marques volontaires, elles vont afficher ça pour chaque marque payent pour avoir cette certification?
Alors, c'est une certification, mais dans le sens où les marques de 30 sur 100, elles ne vont pas chercher à l'indiquer. Elles ne vont pas le mettre dans leur com, on a 30 sur 100, on est rouge, voilà, 0 sur 100 environnemental. Elles ne vont pas chercher à le mettre, mais elles vont être. Il y a une grande partie des marques de fast fashion qui sont évaluées, qui ont été évaluées par Clear Fashion. Après, si c'est des marques qui obtiennent un bon score, elles vont vouloir justement l'afficher sur leur com. Et c'est à ce moment-là que le business model de Clear Fashion entre en compte, parce que eux, enfin je ne parle pas à leur place, hein, mais justement, eux, leur business model, c'est justement d'inclure la certification sur les marques qui jugent leur score. Je me pose la question, est-ce que cette certification validée par cet organisme, est-ce qu'elle est payante? Alors, les marques qui souhaitent justement l'afficher sur leur com, oui. L'afficher sur leur com. C'est ça. Parce que qui rémunère le travail d'investigation des documents? Est-ce que ça serait possible d'imaginer un lien avec tous les influenceurs qui ils se sentent en transition, où ils se sentent éco-responsables, pour qu'ensemble ils créent une charte des pratiques de l'influence en transition et éco-responsable à diffuser à tous les influenceurs de la planète en leur posant la question: est-ce que vous voudrez adhérer à la charte? Un peu comme ça. Moi, je sais que le média, il a adhéré à la charte d'un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, un peu dans ce même format-là. Après, on peut le citer, il y a une loi qui a été Se dire soit qu'elle va être crédible, soit que c'est important pour elle et pour son image, qui est déjà bien établi et qui lui permet de faire beaucoup d'argent, de s'engager dans ça en fait. Donc aujourd'hui, est-ce que on n'est pas juste sur un petit groupe de quelques millions dans le monde où on est vraiment genre concerned et on est là, je sais pas, pour parler dans cette pièce ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un vrai impact en fait de tout ça? Est-ce que les gens ont vraiment quelque chose à foutre? parce que honnêtement, pour moi, Zara, c'est le meilleur exemple. Enfin, on bosse sur les champs, il y a 6 Zara qui ouvrent là. Et je me dis, mais il y a un an, tout le monde était en train de dire, mais plus jamais j'achète chez Zara et tatata. Donc jusqu'où va l'influence d'un scandale? Parce que ça a quand même été un scandale. Et on ne parle pas de pollution, parce que ça peut forcément moins parler à l'air. On parlait de droits humains. Et on parlait de conditions, mais qui pour moi étaient inimaginables, de gens qui étaient entassés les uns avec les autres, et des violences sur tous les points. Et au final, ça, un an après, chez nous, en France, moi, je ne vois pas beaucoup d'impact, au final, pour Zara. Aujourd'hui, je ne sais pas comment il s'appelle, le PDG du Québec, mais il se fait à peu près 700 € par heure. Et ça, c'était en 2018. Donc aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer. Donc voilà, est-ce que réellement tout ça aura un impact? Parce que même les gens qui veulent bien faire, au final, ils vont aller vers le moins cher. Moi, par exemple, je gagne de moins en moins bien ma vie. J'achète plus au même endroit. Je vais moins chez Naturalia, je vais plus chez Lidl. J'achète moins mon gel douche d'une marque éco-responsable, je vais plus acheter le truc le moins cher, mais qui aura marqué 97% d'ingrédients naturels, parce que je me dis, c'est mieux, je ne regarde pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que pour vous, il y a de l'espoir, vraiment? Je me dis, vous allez chez Total, par exemple, c'est quoi la vibe, quoi? Comment on se positionne par rapport à ça? Et est-ce que je suis ravie de voir que madame elle est aussi impliquée, parce que moi par exemple mes parents ne le sont pas du tout, c'est pas trop leur problème, et ils considèrent que vu qu'ils ne polluent pas vraiment et qu'ils ne sont pas les ultra riches, voilà. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut demander, est-ce que le combat écologique est un combat bobo? Voilà, c'est un peu ça. Vous savez pourquoi je suis très impliquée? Parce que je souffre beaucoup. Je souffre énormément parce que j'adore les plantes, j'adore les animaux et les humains heureux. Et je suis entourée par des humains malheureux comme des pierres.
parmi les pierres, malheureux tout court. Et les plantes et les animaux qui ne sont même pas considérés comme des vivants. Ma souffrance, elle est devenue tellement aiguë que je me suis dit, est-ce que tu vas la subir? Moi, je suis une artiste. Ou est-ce que tu vas en faire quelque chose? Tu vas l'utiliser pour créer quelque chose. Alors, créer quoi? Ça ne m'intéressait pas de rajouter du matériel au matériel, ok? Parce qu'il y en a déjà des... Donc, je me dis, c'est les changements de ton comportement qui... Alors, je vous dis que c'est très dur. C'est très difficile, mais pas pour soi, pour l'entourage. C'est-à-dire, pas être en colère, moi, d'accord, tout le temps. Et quand la colère, elle est là, la transformer par soi, pour pas la subir, c'est-à-dire, c'est une souffrance connectée à une autre souffrance, parce que l'écosystème dans lequel je vis, mon milieu, il est radicalement pollué, il est radicalement catastrophé. Donc, tout le travail que j'ai fait pour résister à ça, il me revient en amertume, en colère, en truc. Je peux, du moment que je suis attentive à tout, je peux faire milliards de remarques, mais milliards de comment autour de moi, les gens, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est être là. En fait, c'est extrêmement compliqué d'être responsable dans un monde qui est irresponsable. Et c'est vraiment un des points aujourd'hui à l'action. Alors après, tout ce que tu fais a un impact. Enfin, on va dire, tout ce que tu fais pour faire en sorte justement qu'il y ait une certaine prise de conscience, ça a forcément un impact. En fait, il ne faut pas dire que tout est foutu, quoi qu'il arrive. C'est toujours mieux que tu aies sensibilisé une personne en plus. Aujourd'hui, on parle de... Enfin, il faut bien comprendre qu'on a un réchauffement climatique qui est vraiment très très avancé, qui avance de plus en plus rapidement. Et surtout, il faut se dire que vraiment chaque dixième de degré qui est sauvé entre guillemets compte, et chaque tonne de CO2 qui n'est pas dans l'atmosphère compte. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, il y a vraiment un enjeu à se dire, clairement, oui, il y a des gens qui vont reposter des vidéos, qui vont reposter, je ne sais pas, certaines causes, etc. Et au moment, ils vont faire tout le contraire. Ok, peut-être que à force de reposter ça, dans 2-3 ans, ils auront eu leur déclic et ils auront changé. Il y a des gens qui vont changer en 1 mois, en 3 jours, etc. Donc chacun a, on va dire, a sa manière de faire des prises de conscience et sa manière de changer. Ce qui est sûr, c'est que plus on en parle, plus tu donnes l'opportunité à des gens d'être face à leurs contradictions, d'être face aussi aux enjeux actuels et à comment il faudrait justement agir. Et c'est ça qui permet concrètement d'aller vers une transition globale. Je sais pas, peut-être qu'on va arriver à une question, mais... Alors, du coup, pour finaliser sur la question des Ouïghours, on a fait une enquête justement avec Pierre Fachel. Enfin, moi, j'ai été alertée par ce crime contre l'humanité, par une publication de l'eurodéputé de place publique, avec, alors je vais dire comment merci. Et en fait, c'est vrai que j'ai interrogé pas mal de personnes, justement, après le premier enquête qui a été publié, après le rapport, il y a plusieurs rapports qui ont été faits suite à cela, notamment celui de l'ONU, sur la question des camps ouïghours en Chine. Et du coup, on a interrogé pas mal de gens, ils nous ont dit que justement, ils étaient vraiment choqués d'apprendre ça, que vraiment, ils nous assuraient de ne plus jamais aller à Zara. Est-ce que les ventes de Zara ont diminué depuis la polémique? J'en doute vraiment. Enfin, Shein était accusé également dans ce crime contre l'humanité. On peut voir, les ventes elles sont très loin d'avoir baissé pour Shein. Et c'est vrai que là, ça pose la question, comme vous le disiez à un moment, justement, que les gens, voilà, à un moment, ils sont choqués et ils vont justement dire qu'ils ne vont plus jamais acheter là. Et en fait, voilà,
Mais est-ce qu'ils sont pas, quelque part, est-ce qu'on les oblige pas à ça? Moi, je trouve que c'est vraiment le cri des manifestants pour la réforme. Bon, on est allé à des extrêmes que je ne cautionne pas pour tout ce qui est de manifestation pour la réforme de la retraite, mais on parle de gens qui sont dans la détresse de leur misère, en fait. Et ok, on va leur dire, c'est important. C'est quelqu'un qui a abordé ce sujet tout à l'heure. C'était le monsieur par rapport à Coca-Cola, ce qui est moins cher, ce qui est pratique. Il y a aussi ce côté-là, c'est que est-ce que ça veut dire que les moins riches, les plus pauvres maintenant aujourd'hui, parce que c'est même pas les moins riches, parce qu'on a une diminution de la classe moyenne qui pour moi est vouée à disparaître, hein, et on va leur dire vous pouvez plus rien acheter en fait, parce que si vous voulez acheter des trucs éco-responsables, il faut aller chez iCycle où une chemise c'est 320 €, il faut aller chez telle et telle et telle chose. Après, c'est ce qu'on disait avec rendre la sobriété sexy, c'est qu'il n'y a pas que ces marketing, il y a aussi juste consommer moins, y aller dans les friperies. Vinted, c'est questionnaire aussi sur la surconsommation. Vinted marche aussi avec la surconsommation pour avoir beaucoup de vêtements à la mode et tendance. Bref, il y a un autre modèle et il n'y a pas que les marketing qui sont effectivement basés sur une site qui a un pouvoir d'achat assez important, assez SP+, bobo, enfin pas que bobo, mais voilà, des personnes qui ont un pouvoir d'achat comme on dit. Et donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que justement consommer moins soit la solution, et ça passe par pour moi vraiment l'influence, et pas que l'influence avec des comptes qui sont ultra suivis, mais juste en tant que personne qui, on l'a déjà dit, a un entourage, essayer d'en parler et de montrer en fait que c'est ça aussi qui peut rendre plus heureux, et pas toujours consommer plus pour au final quel résultat, jusqu'où on va aller pour répondre à ces besoins-là qui sont pas fondamentaux. Et après, pour revenir aussi, ce qui a été dit tout à l'heure sur Zara, par exemple, qu'il y en avait 6 nouveaux qu'à l'ouvrir, et sur que y a beaucoup de gens qui continuent à acheter, mais le fait qu'ils ne veulent pas indiquer à Clear Fashion l'indication de d'où vient le coton, qui paye pour le produire et où est-ce que c'est produit, ça montre bien qu'ils savent que ce qu'ils font entre guillemets c'est pas bien, et que ils le savent, et ça montre bien qu'ils le savent et qu'ils en ont conscience, mais qu'ils ils font pas d'efforts, et après je pense que c'est comme et qu'ils veulent pas informer les clients. Mais c'est aussi parce que les clients, et même si on est informé, moi c'est un peu ça qui m'a interpellée, c'est ce côté de gros mouvements et je reposte et je suis touchée, etc. Et en plus on est allé vraiment, pour moi il n'y a pas plus extrême que parler d'être humain dans des camps en fait. Parce que si on n'est pas touché par un animal qui se fait égorger, si on n'est pas touché par des moutons qui sont maltraités, etc., au moins être touché par quelqu'un qui pourrait être nous en fait. Juste il n'est pas né au même endroit et il n'a pas la même religion. Et si pour moi même un choc pareil et une découverte de violence pareille ne peut pas pousser, et je vous dis ça, on dirait que moi je suis super défaitiste, etc. Je suis la première à parler des sujets que vous abordez à mes proches. J'ai une grand-mère égyptienne qui fait des boulettes à partir de Beyond Meat maintenant. Donc voilà, chacun ses trucs. Mais je trouve que c'est un peu décourageant. Et surtout, ce que disait madame, c'est que maintenant, il n'y a plus de débat, c'est des gens qui se battent. Moi, par exemple, quand je dis, tu sais, réduis ci, réduis ça, mais toi, tu portes du cuir, non ? Et puis chez toi, c'est pas tout au LED, etc. Il y a toujours une surenchère de genre, mais toi, tu fais pas aussi bien que tu pourrais, alors qu'il y a un côté où on a envie d'informer. Donc voilà, moi, ce que je me dis, c'est comment vous baissez pas les bras, vous n'êtes pas découragés, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient vraiment... Je pense que, alors pour conclure, je suis pas sûr qu'on prenne encore la question, en ligne, on pourra en discuter, mais c'était presque 2 heures quand même. Je pense qu'il faut aussi accepter la différence, il faut aussi accepter les dissonances cognitives, on les remplit. Il y a 4 ans, les sujets climatiques ne m'intéressaient pas, aujourd'hui je suis pas vivre sans. Donc je reste ultra positif et optimiste, même si c'est pas facile tous les jours. J'ai l'impression de combattre mon éco-anxiété par l'engagement, donc j'invite vraiment vous tous à le faire encore plus. Et j'ai l'impression que de toute façon il y a un peu trop tard pour être pessimiste, donc autant qu'on soit positif. Merci beaucoup pour votre participation. Du coup, je vous invite juste, il y a la petite exposition qui a été faite par le réseau Action Climat, le RAC, donc autour justement du changement climatique, expliqué de manière assez simplement. Pareil, si vous voulez continuer à échanger, on propose un petit
ce truc à grignoter, voilà, c'est bio, c'est vegan, en plus, c'est sympa. Donc voilà, des petits mots bio et tout. Voilà. Et est-ce que vous acceptez qu'on diffuse aussi les images ou pas du tout? Merci beaucoup. Parce que si c'est non, bah on le fait pas. C'est pour ça. Ouais, bravo.